Donc, je suis venu avec le docteur Chantal Marchand, qui est médecin radiologue à Blois. Donc, j'ai essayé de contacter des gens de mon réseau. Moi, je suis à Tours, en Indre-et-Loire. Et ben, les médecins d'Indre-et-Loire, ils ont pas répondu à mon appel. Et puis, via Marie-Claire, que je connaissais avec la première formation, j'ai rencontré Chantal et qui a bien voulu se déplacer. Donc, j'aimerais d'abord qu'on l'applaudisse parce que elle... C'est pas facile. Dans son emploi du temps, elle a un emploi du temps surbooké, comme beaucoup. Elle a 5 mois d'attente, elle fait de l'échographie, mais ça, elle va vous le dire elle-même. Et c'est vraiment d'avoir bien voulu la gentillesse de venir se déplacer. Je la remercie encore. Merci. Alors, je vais essayer de parler sans m'étrangler, parce que je suis un peu rhumée. Alors, je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque. Je me présente, donc je m'appelle Chantal Marchand, je suis radiologue-scénologue, installée dans le Loir-et-Cher depuis 25 ans. Et donc je vais vous parler de mon activité, du cancer du sein, puisque c'est ma pratique quotidienne. Et puis à la fin, je vous dirai pourquoi je me suis intéressée au shiatsu depuis très longtemps. Alors, donc, je suis radiologue-scénologue, donc je pratique uniquement des mammographies, enfin des examens des seins. Mammographie, échographie, cytoponction. Je suis dans une structure libérale et depuis 6 ans, enfin 25 ans d'installation et depuis 6 ans dans une structure médicale multidisciplinaire avec d'autres spécialistes. Je suis amenée à pratiquer de 3000 à 4000 mammographies par an. Je participe à des réunions de concertation pluridisciplinaire diagnostique dont on a parlé tout à l'heure. Je fais partie du groupe de travail sur les référentiels de prise en charge des cancers du sein dans la région centre. Et je pratique également des IRM de sein. Je suis donc amenée à diagnostiquer et à surveiller un grand nombre de femmes atteintes de cancer du sein. Alors, le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent de la femme. Il touche une femme sur 10, voire une femme sur 9. La tranche d'âge de plus grande fréquence, c'est 50 à 70 ans. C'est pourquoi le dépistage organisé a été mis en place entre 50 et 74 ans. Mais il existe de façon non négligeable des cancers du sein atteignant des femmes beaucoup plus jeunes, même avant 40 ans, on en a même à 30 ans ou même plus jeunes, et des femmes plus âgées, même après 80. Donc on ne peut pas dire le dépistage c'est fini, j'arrête tout. Alors une majorité des cas de cancer du sein est sporadique, survenant en l'absence de tout contexte héréditaire. Une concentration familiale est retrouvée dans environ 20 à 30% des cas, souvent associée à un cancer de l'ovaire. On retrouve la mère, la grand-mère, etc. Mais c'est pas forcément, il n'y a pas forcément dans ces concentrations familiales la preuve d'une prédisposition génétique au cancer. Quand les concentrations familiales sont liées à un problème génétique, celui-ci peut être simple, dans 5% seulement de l'ensemble des cancers du sein, ou plus complexe. Et les gènes de prédisposition des cancers commencent à être connus par tout le monde. C'est les plus importants, sont les gènes BRCA1, BRCA2. Mais il y a d'autres gènes et des gènes en cours d'analyse et d'exploration. Parce qu'il y a des femmes qui ont vraiment un contexte familial qui fait penser qu'elles ont une prédisposition génétique et qu'on ne trouve pas. Et c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas une, mais on ne connaît pas encore le gène prédisposant. Alors, les facteurs de risque communément reconnus du cancer du sein sont les premières règles précoces, le nombre limité d'enfants, les grossesses tardives, la ménopause tardive, mais aussi l'obésité, la consommation excessive d'alcool. Les femmes n'ont pas le droit de boire plus d'un verre par jour, les hommes 3. C'est très injuste, mais c'est comme ça. Les contraceptifs oraux ont fait l'objet de nombreuses études contradictoires. Le traitement hormonal substitutif de la ménopause a souvent été incriminé, mais voilà, on est en train de revenir dessus, puis on dit oui, puis on dit non, c'est pas trop. Par ailleurs, de plus en plus d'études scientifiques confirment le rôle prépondérant de l'alimentation et de l'activité physique dans la prévention des cancers du sein. Le régime type régime crétois, la marche active, suffirait à réduire significativement les risques de développer la maladie et permettrait en cas de cancer d'éviter les récidives. Et il semblerait aussi qu'une bonne gestion du stress serait un atout très protecteur. Ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. On dirait l'alimentation, la marche, ça va, mais la gestion du stress, c'est des fois plus compliqué. Alors, le diagnostic de cancer du sein se fait dans la grande majorité des cas dans le cabinet du radiologue.
Soit la femme vient à la suite de la palpation d'une masse ou d'un nodule, par elle-même, son gynécologue, son médecin traitant, parfois son mari, et l'examen mammographique et échographique confirme le diagnostic. Soit le diagnostic est fait au cours d'un examen de routine, c'est quelquefois plus difficile de l'annoncer à la femme, dans le cadre du dépistage organisé, lors de la première mammographie vers la quarantaine, parce qu'on est c'est de plus en plus recommandé de pratiquer une première mammographie aux alentours de la quarantaine pour voir un peu la qualité des seins, on va dire, ou lors d'une mammographie systématique chez une femme, quel que soit son âge, ayant des antécédents familiaux. Alors après, le diagnostic par imagerie, donc sur mammographie, échographie, je ne vous préciserai pas les différentes choses. La première étape est la biopsie. La biopsie, c'est le prélèvement d'une petite partie de la lésion sous anesthésie locale, permettant une analyse histologique précise. Plusieurs types de biopsie existent. La microbiopsie sous contrôle échographique, lorsque la lésion est visible en échographie. La macrobiopsie, la taille de l'aiguille est légèrement supérieure, c'est pour ça que ça s'appelle macro. Soit sous contrôle échographique en complément d'une microbiopsie douteuse ou en cas de particularité histologique, le papillome, qui peut se faire enlever directement par une simple biopsie, macrobiopsie. Soit sous contrôle radiologique, on parle de macrobiopsie stéréotaxique, là je vais jargonner un petit peu, lorsqu'il y a des microcalcifications sur les mammographies, ou si la lésion n'est visible qu'en mammographie et pas du tout en échographie, ce qui est relativement rare, mais ça existe quelquefois. Alors ces examens sont faits par un radiologue ou une radiologue spécialisée, et en général, 8 à 10 jours après, la patiente est revue en consultation pour lui transmettre les résultats de l'analyse. C'est ce qu'on appelle la première consultation d'annonce. Alors je vais vous dire brièvement les types histologiques des cancers du sang, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais bon. Alors il y a à la fois des carcinomes intracanalaires, c'est ceux qui sont très limités dans l'intérieur des canaux du sein. On appelle aussi carcinome canalaire in situ, qui n'ont pas débordé la paroi des canaux. Une autre variété, le carcinome lobulaire in situ, qui se situe dans une autre petite partie du sein. Après, il y a les carcinomes plus évolués, qui sont les carcinomes infiltrants, qui peuvent être de type canalaire ou lobulaire. D'autres cas plus rares, il y a les carcinomes mucinés. La maladie de Paget du sein, c'est une particularité un peu originale, on va dire. C'est une lésion qui ressemble à un eczéma au niveau du mamelon et qui en fait est en rapport avec une lésion cancéreuse sous-jacente et la plupart du temps nécessite une mastectomie alors que la lésion est à peine visible. Rarement, on retrouve des lymphomes ou des métastases à l'intérieur du sein. Alors, il y a aussi plusieurs degrés de gravité histologique, précisant le degré d'agressivité de la tumeur et sa possibilité de réponse au traitement. Et il existe aussi une classification utilisée souvent par les chirurgiens qu'on appelle TNM, la classification en fonction de la taille de la tumeur, le T, l'état des ganglions, le N, et la présence ou non de métastases, le M. Alors, les différents traitements. Classiquement, on va dire, pour traiter le cancer du sein, on a premièrement la chirurgie, deuxièmement la radiothérapie, troisièmement la chimiothérapie, quatrièmement l'hormonothérapie. Donc la chirurgie est le plus souvent pratiquée en première intention, avec, on appelle soit une tumorectomie quand on enlève une tumeur, une zonectomie quand on n'a pas de lésion très localisée, qu'on enlève un peu plus large, souvent associée à la recherche de ce qu'on appelle le ganglion sentinelle. Je pense que c'est quelque chose qui est communément reconnu. Une chirurgie plus étendue qui peut faire appel de plus en plus souvent à une technique relativement récente qu'on appelle l'oncoplastie, qui est inspirée des techniques de chirurgie esthétique et qui permet d'enlever une assez grande quantité de tissu mammaire atteint et de réaliser un remodelage de la glande, donnant de très bons résultats esthétiques avec un résultat carcinologique satisfaisant, c'est-à-dire qu'on enlève suffisamment autour de la lésion pour être sûr de ne pas avoir laissé des petites micro-invasions. Souvent on associe avec un curage axillaire. Et enfin, une chirurgie plus radicale, c'est la mastectomie, l'ablation de la totalité du sein, avec possibilité de reconstruction immédiate ou différée. Le deuxième traitement le plus utilisé, c'est la radiothérapie, qui utilise les rayonnements ionisants pour détruire les cellules cancéreuses, utilisé le plus souvent en complément de la chirurgie afin de réduire le risque de récidive locale. De nouvelles techniques existent, sont plus ou moins étendues selon les centres. On peut réaliser des irradiations péropératoires qui réduit de façon très significative le temps d'irradiation et aussi diminue l'extension de la lésion. Le troisième grand traitement, c'est la chimiothérapie, préconisée en cas d'envahissement ganglionnaire lorsque la tumeur
en cas d'envahissement ganglionnaire et lorsque la tumeur est de grande taille ou dite agressive, selon son étude histologique, et aussi chez les femmes très jeunes qui développent un cancer du sein. La plupart du temps, elles ont aussi une chimiothérapie après la radiothérapie pour éviter les récidives. Alors, il existe plusieurs types de chimiothérapie adaptées, utilisant des médicaments cytotoxiques par voie intraveineuse ou orale, dans le but de détruire les cellules cancéreuses. Elle sera utilisée, cette chimiothérapie, le plus souvent après la chirurgie, lorsqu'il existe, d'après le bilan initial, un risque élevé de métastase, ou parfois avant la chirurgie, en cas de très grosse tumeur, pour en diminuer la taille, et donc permettre une chirurgie ou conservatrice ou dans de meilleures conditions. Puis à l'hormonothérapie, en cas de cancer hormonodépendant, c'est-à-dire pour lequel les analyses histologiques ont prouvé qu'il y avait des récepteurs hormonaux positifs, afin de limiter la quantité d'hormones circulant dans le sang et donc de limiter les récidives. Un médicament plus récent est parfois utilisé, c'est l'Herceptine, après la chirurgie et la chimiothérapie en cas de cancer avancé ou de récidive, et aussi chez les femmes jeunes. Et en particulier quand sur l'analyse histologique de la tumeur, il y a un dosage d'HER2 positif. Bon, je n'irai pas plus loin. Alors maintenant, je vais vous dire... ça va, mon temps de parole reste... Je vais vous dire pourquoi j'ai été intéressée par le shiatsu. Alors, ce qui m'a amené à m'intéresser au shiatsu, c'est depuis de très nombreuses années, parce que j'ai rencontré une amie qui faisait du shiatsu et qui venait me voir. Et c'est le besoin de soulager mes patientes, les patientes en particulier ayant subi des traitements pour cancer du sein, se trouvant en grande détresse physique et psychologique, notamment lorsque la phase aiguë des traitements est achevée. Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, et qu'elles tombent dans une espèce de routine, la routine de la surveillance. Après ce grand choc psychologique qu'est l'annonce d'un cancer, la ronde infernale, on va dire, de la course aux thérapeutes et des traitements qui s'enchaînent, elles se sentent, lorsque je les vois, lorsque je les vois pour le premier contrôle après traitement, c'est-à-dire dans les 6 ou 12 mois après l'annonce de la maladie, elles sont vidées, décontenancées, elles sont déprimées, elles ne savent plus, elles disent mais où je vais aller, qui va s'occuper de moi, j'ai plus de traitement, je fais quoi ? Elles n'ont plus la rassurance des soins réguliers, elles ne sont plus vues 1 fois par semaine par en chimio ou tous les jours en radiothérapie, elles se sentent désemparées. Et moi, il m'est venu à l'esprit que le shiatsu, par son côté non intrusif chez ces femmes blessées dans leur féminité, en plus de son apport énergétique et relaxant, pouvait tout à fait aspirer à être considéré comme un soin de support à part entière. Alors les soins de support, tout le monde est au courant, je dis un petit mot sur les soins de support. Donc la mesure 42 du plan cancer, donc, tout le monde connaît le plan cancer ou... Bon, le plan de cancer, en 2 mots, parce que j'ai résumé, c'est l'ensemble des axes et des mesures, parce qu'il y en a beaucoup, élaborés par un groupe de travail suite au rapport Grunfeld, alors c'est le rapport officiel qui parle du plan cancer, afin d'assurer, donc ces mesures et ces axes sont afin d'assurer la prise en charge des cancers du sein par des équipes opérationnelles donnant la même chance à toute personne atteinte, quelle que soit sa situation géographique ou financière. C'était ça le but au départ du plan cancer. Et donc la mesure 42 du plan cancer qui a été réévaluée récemment avec le président Sarkozy, qui a insisté sur les soins de support, je pense, dans la dernière partie. Alors donc prévoit le développement des soins de support, insiste notamment sur la prise en charge de la douleur et de la psycho-oncologie. Psychologie, c'est les psychologues des cancéreux. Enfin, l'oncologie, c'est la cancérologie. La prise en charge d'un cancer ne se fige pas au traitement de la seule maladie. Les soins de support désignent donc l'ensemble des soins qui prennent en charge un maximum de conséquences que vit le malade lors d'un cancer et de ses traitements. Douleurs, troubles alimentaires, psychologiques. Ils sont complémentaires des traitements habituellement réalisés pour soigner en tant que tels, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie. Les soins de support sont déterminants en termes de qualité de vie pour la personne malade. Et les soins de support répondent tous à des besoins concernant la douleur, la fatigue, les intrications nutritionnelles, les troubles de l'appareil digestif, les troubles respiratoires, les troubles génito-urinaires, les troubles moteurs et les handicaps, les problèmes oncologiques, les complications sociales, la souffrance psychique, les désordres de l'image corporelle, l'accompagnement de fin de vie, des soins palliatifs,
Et le shiatsu qui vise à traiter les femmes globalement en reconnaissant que les facteurs physiques, émotionnels, spirituels et environnementaux sont tous liés et peut avoir un impact sur eux, et donc tout indiqué pour s'inscrire comme soin de support.